Alors, comme je l'avais dit dans les différentes communications, c'est la première rencontre, rendez-vous. C'est le premier rendez-vous d'information sur les appels à projets pour l'année 2022. Ce rendez-vous a pour objectif de faire créer un lien entre les acteurs et certains bailleurs de fonds, notamment ici présents. Pardon. Notamment, cette réunion est organisée en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, le service Relations internationales, l'agence de microprojets de la Guilde et l'Institut français. Ces acteurs, ils vont vous proposer ou présenter leurs appels à projets, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, l'appel à projet développement solidaire et l'appel à projet éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. L'agence de microprojet il va présenter aussi son appel à projet pour la session printemps 2022 et l'Institut français pour présenter l'appel à projet accès culture. Après, il y aura une brève présentation de sous-coopération et du RASI Nouvelle-Aquitaine qui vont vous proposer un peu leurs offres de formation et d'accompagnement des acteurs, et Dana Fauré, la coordinatrice de l'Institut des Afriques, qui présentera l'Institut des Afriques et le travail de valorisation qu'il mène dans... Si tout va bien, à part si vous avez des questions avant qu'on commence, on peut directement commencer par la présentation de l'appel à projet Accès Culture, et que Jamie, par la suite, il a un autre rendez-vous, il va nous quitter. Donc, si vous n'avez pas de questions, on pourrait commencer. Merci, Khalid. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je vais parler du programme Accès Culture. Je m'appelle Jimmy Berthet, je travaille à l'Institut français maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Je m'occupe du programme Accès Culture qui a démarré en mars 2020. Du coup, Accès Culture, c'est un programme qui est porté ici à l'Institut français, qui est conduit par l'Institut français et qui est financé par l'Agence française de développement. Il a pour objectif d'accompagner et de financer des projets culturels en Afrique dans le but de favoriser le lien social et de renforcer les collaborations entre acteurs culturels africains et français. C'est ça un peu la particularité d'Accès Culture, c'est un programme qui est certes dans le domaine culturel, mais qui a pour but de favoriser le lien social et qui a en plus pour but de favoriser les collaborations entre opérateurs, associations françaises et africaines. Donc, ce programme, il s'adresse autant aux organisations de la société civile, aux établissements culturels, aux collectivités territoriales aussi, les conservatoires, les écoles d'art aussi, par exemple, et qui devront, comme je vous l'ai déjà dit, porter en binôme un projet proposant de répondre à un besoin local en Afrique. La majeure partie du projet doit se dérouler en Afrique, sur le continent africain. Je reviendrai après, mais l'idée, c'est de couvrir tous les pays d'Afrique, sauf l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, qui malheureusement ne font pas partie de la liste des pays où on peut faire des projets. L'objectif principal, c'est de mettre la culture au service du lien social par le développement d'activités culturelles à destination des publics les plus éloignés de l'offre culturelle pour des raisons économiques, sociales ou géographiques. Donc, l'idée, c'est de rapprocher la culture des publics qui en sont éloignés, comme je l'ai dit. Les publics éloignés en Afrique, ça peut être par exemple des femmes, des jeunes en zone rurale, des jeunes en situation d'inactivité professionnelle, des personnes en situation de handicap, par exemple, des jeunes publics, des personnes qui sont, comme je vous l'ai dit, naturellement éloignées de l'offre culturelle. Donc, c'est un peu ça le programme Accès Culture et ses particularités. C'est un programme qui favorise le lien social, qui est porté par un binôme africain-français, un projet qui se déroule en Afrique et qui est à destination des publics qui sont éloignés de l'offre culturelle. Pour vous donner un aperçu, aujourd'hui, Accès Culture, c'est une soixantaine de projets sélectionnés, soixantaine de projets accompagnés, une vingtaine de projets accompagnés sur 3 ans, entre 60 000 et 75 000 euros, et une quarantaine de projets qui sont accompagnés de façon annuelle, entre 10 et 15 000 euros. Là, en 2022, on va faire un 3e appel à candidature qui, normalement, aurait dû être le dernier,
pour soutenir des projets de façon annuelle, mais on a eu, l'Agence française de développement a accepté d'accompagner encore l'Institut français sur ce programme et on aura sûrement un appel à candidature pour des projets annuels et aussi un appel à candidature pour des projets triannuels. Donc, c'est le lot de financement dont je vous ai parlé, entre 60 et 90 000 euros. Donc, c'est une année assez importante parce que du coup, on va pouvoir refaire des financements triannuels et faire des financements annuels aussi. Donc, ça nous laisse beaucoup de latitude pour ces projets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Axeculture a remporté un grand succès en du coup 2 appels à candidature. On a eu à peu près 1300 candidatures sur 2 ans. Donc, c'est au regard de ce succès, au regard de la qualité des projets qui ont été proposés, que l'AFD et l'Institut français ont décidé de reconduire le programme Axiculture. Alors, je vais vous parler après des dates pour cette année. Sur les structures éligibles, il faut que les projets soient déposés par un binôme composé d'une structure française et d'une structure africaine, comme je vous l'ai déjà dit, dans une démarche de coopération équitable, d'échange de points de pratique. C'est les associations qui sont éligibles, les fondations, les établissements culturels, les collectivités territoriales ayant au moins 2 ans d'existence. Et ça, c'est très important. Donc, quand je vous dis 2 ans d'existence, c'est évidemment être légalement enregistré auprès des autorités compétentes de vos pays, disposer d'un compte bancaire. Alors, sur les projets éligibles, comme je vous l'ai dit, tous les projets sont éligibles dans tous les pays d'Afrique, sauf au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria. Il faut avoir une durée de mise en œuvre d'1 an maximum pour les projets annuels et de 3 ans maximum pour les projets triannuels. Est un projet de coopération culturelle co-construit par une structure basée en France et en Afrique. Il ne s'agit pas, comme vous l'imaginez, de projets qui sont qui sont construits par la structure française et dont la structure africaine sert de boîte aux lettres. Si le projet doit être co-construit, on doit le voir dans la rédaction, on doit le voir aussi parce que quand vous postulez à Axiculture, on vous demande une vidéo où vous pitchez le projet pendant 2 minutes. L'idéal, c'est, en tout cas, nous, la première chose qu'on regarde, c'est que cette vidéo elle soit faite sur les deux territoires. On voit le partenaire africain, qu'on voit le partenaire français, on sent la co-construction. Et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, être inscrit dans une démarche d'action culturelle comme facteur de lien social au service des populations locales, notamment des publics les plus éloignés de l'offre culturelle. On peut parler des projets d'éducation artistique, d'action en direction des publics empêchés, de mise en place de rencontres professionnelles dans le secteur des arts et de la culture, de programmes d'échange culturel et de formation entre écoles, de renforcement des capacités en médiation culturelle, de projets de transfert de compétences aussi et d'action sociale. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que les critères de notation d'Axiculture, c'est la qualité et la pérennisation de la collaboration du binôme, la qualité du projet, son utilité, sa faisabilité, son impact et sa pérennité, et la prise en compte aussi des ODD, des objectifs du développement durable et de la thématique lien social, qui est évidemment au cœur de cet appel à projet. Une attention particulière sera, et a toujours été portée dans nos appels à candidature, une attention particulière sera portée sur les projets portés par des femmes ou inscrits dans une démarche d'égalité femmes-hommes. Dans chaque appel à candidature, on fait attention à ce que tous les projets lauréats, qu'il y ait des projets lauréats qui soient portés par des femmes. Pour nous, c'est très important qu'il y ait un équilibre. Projets aussi portés par des acteurs de la diaspora africaine présente en France. Au projet présentant un volet de renforcement de capacité de formation. Au projet ouverts aux personnes en situation de handicap. Alors, je vous le dis rapidement, mais ne sont pas éligibles les projets uniquement artistiques ou événementiels, les projets portés par des entreprises privées, les projets portés en candidature individuelle, les projets à caractère politique, partisan ou religieux, et les projets ayant déjà reçu un financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, de l'AFD ou de chez nous, de l'Institut français. Après, oui, je vais vous le dire quand même parce que c'est important. Sur les dépenses éligibles qui sont visées, c'est tous les investissements légers et on exclut toutes les constructions en dur, les chantiers, etc. Ce n'est pas éligible. Mais après, tout ce qui est caché, billets d'avion, hébergement, investissement léger, tout ça, c'est éligible. Et voilà. Concernant le calendrier, alors on est au printemps. L'idée, c'est que le prochain appel à candidature est lieu au printemps 2022. Quand je dis printemps, c'est avril, mai, voire juin. Et la meilleure façon pour que vous soyez au courant du prochain appel à candidature, c'est que vous vous abonniez à nos réseaux sociaux, Axiculture, Programme Axiculture. Là, vous aurez du coup des nouvelles sur
la mise en place de l'appel à candidature pour les projets annuels dont je vous ai parlé, entre 10 et 15 000 euros, et pour les projets triannuels, entre 60 et 90 000 euros. Ce qu'on vous demande pour candidater, tout se passe en ligne sur le site de l'Institut français. On vous demande un dossier du projet, un chronogramme, un budget prévisionnel, un bilan comptable de l'année dernière de vos structures. Et ensuite, cette fameuse vidéo, on vous demande de pitcher en 2 minutes. Ça peut être une vidéo qui peut être faite directement avec vos webcams, avec les moyens du bord. L'idée, c'est d'expliquer le projet, d'expliquer son impact, que ça soit dynamique et qu'on voit aussi le porteur du projet africain, qu'on vous voit et qu'on sente la motivation. Sinon, comme je vous l'ai dit, on a un financement de 15 000 euros maximum et un financement de 90 000 euros maximum pour les 3 ans, les projets triannuels. Les aides, et ça c'est important, les aides ne peuvent pas être supérieures à 50% du projet total. Du coup, l'idée, c'est que si vous avez un projet qui va vous coûter 60 000 euros, vous pouvez demander que 30 000 euros à l'Institut français. C'est une subvention, donc on ne peut pas du coup financer tout le projet. On peut financer que 50% du projet. Et après, lors de la justification, on vous demandera de justifier que ce qu'on vous a donné, et non pas les 100%, mais que les 50% du budget, soit ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a financé. Ensuite, du coup, si vous êtes sélectionné, il y aura le partenariat fera l'objet d'une convention entre vous, l'opérateur africain, et l'opérateur français. Et l'Institut français, excusez-moi. Donc voilà, un peu sur Axiculture, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la sélection des projets se fait d'abord une première étape dans les pays. On demande aux agences françaises de développement et aux instituts français de nous donner un avis sur les projets, parce que souvent, ils connaissent les opérateurs. Et ensuite, on fait une commission à Paris, ici, avec l'Agence française de développement, l'Institut français, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et les chercheurs qui sont associés au programme. Donc, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur Axiculture. Je ne sais pas si, Khalid, vous avez des questions. Merci, Si Jimmy. la salle… De Merci rien. beaucoup. Et si vous pouvez, si vous avez des documents que vous pouvez nous envoyer, comme ça on pourrait les partager avec les acteurs, ça serait pas mal. D'accord. Euh, Est-ce que dans la salle, vous avez des questions par rapport à… Oui, j'aurais une petite question. Oui, Karine. Karine Oui, je Bourdex, t'écoute. de la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, vous avez dit que vous aviez reçu 1300 dossiers, c'est ça? C'est L'année ça. dernière? Non, Donc sur en un an? 2020 et en Ah non, 2021, donc sur sur 2 ans. 2 ans. Sur ces 1300 dossiers, il y en a combien qui ont été retenus? Il y en a une soixantaine. Ah ouais, Ouais. d'accord. Et ça représente une enveloppe de combien financière? Ça Une enveloppe représente une financière. enveloppe. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. À peu près 1 300 000 euros. Ah oui, Parce qu'on a des projets, comme je vous l'ai dit, qu'on accompagne sur 3 ans. d'accord. Voilà. Merci. De rien. N'hésitez pas à profiter de la présence de Jimmy si vous avez d'autres questions à lui poser par rapport à cet appel à projet. Oui, Oui. je voulais savoir, les cours d'alphabétisation, par exemple, pour les adultes, peuvent être financés par ce type de financement? Des cours d'alphabétisation en institut français là-bas. Non, non, togolais. C'est organisé par des Togolais. Là, comme ça, je peux pas. En tout cas, c'est pas inéligible. C'est pas inéligible et c'est possible. Mais pour l'instant, là, comme ça, tout de suite, je peux pas vous donner une réponse. C'est la première fois que. Mais oui, pourquoi pas. Ça dépend. Il faut que ça soit des projets culturels qui sont des projets de médiation culturelle qui ont, comme je l'ai dit, pour objectif de favoriser, de favoriser le lien social. Donc, peut-être que si ces cours d'alphabétisation s'inscrivent dans quelque chose de plus global, peut-être que ça serait possible. Mais après, surtout, n'oubliez pas que souvent, les opérateurs reviennent et ils me disent comment ça se fait, mon projet, il était intéressant, je cochais toutes les cases, pardon. Et je dis oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas que vous êtes en concurrence et qu'il y a des projets souvent qui ont plus de points que vous.
parce qu'ils cochent encore plus les cases ou ils présentent mieux leur projet. Donc, faites attention à ne pas prendre trop de risques non plus. D'accord. Ok, merci. Jimmy, Mais je pense que si c'est au Togo, ça serait intéressant que vous vous rapprochiez je ne sais plus si c'est un directeur ou une directrice pour lui poser la question. Jimmy, est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples de projets que vous avez déjà accompagnés? Oui. Alors, on a un projet qu'on a accompagné au Mali, par exemple, qui est un projet du coup autour du théâtre. L'idée, c'est une association de femmes qui ils font du théâtre au forum. L'idée, c'est de faire du théâtre en dehors des salles de théâtre, mais de faire du théâtre dans du coup, c'est des quartiers périphériques de Bamako. Et l'idée, c'est de parler en gros de de toute l'intimité. L'idée, c'est de parler de l'intimité des femmes et de rendre ça un peu plus connu, un peu plus populaire aux yeux des populations. Et l'idée, en gros, c'est d'encourager des jeunes publics aussi à se former au théâtre, à libérer la parole aussi autour de certains tabous liés aux femmes au Mali. Et ils ont été accompagnés par le théâtre, c'est pas le théâtre de la Poudrerie, j'ai oublié le nom du théâtre, c'était en Île-de-France, je crois. J'ai oublié le nom du théâtre, mais voilà, en gros, c'était un théâtre français et des femmes qui travaillent dans le théâtre, la mise en scène au Mali, qui ont décidé voilà, de monter un projet autour de la libération sur des thèmes qui sont normalement tabous au Mali, mais aussi un peu en France sur moi, je ne sais pas bien en parler, mais c'est tout ce qui est le cycle des femmes. C'est-à-dire une femme de sa naissance à sa mort, et elle subit plein de choses dont on ne parle pas, aussi bien ici en France qu'au Mali. Et l'idée, c'est un peu de lever le tabou sur tout ça, d'en parler, de faire de la formation théâtrale, d'aller à la rencontre des publics qui n'ont pas l'habitude de faire du théâtre. Et ça, pour moi, c'est un projet qui était très intéressant parce que c'est un projet qui incorpore plein d'autres projets. L'idée, c'est de libérer la parole de un. L'idée, c'est d'aller en direction de publics qui n'ont pas l'habitude de voir de la culture. 3, en plus, c'est du théâtre. D'habitude, ce qu'on a l'habitude souvent dans ces pays, c'est plus de la musique, et ainsi de suite. C'est un projet pour moi qui était très intéressant. C'est pas moi qui choisis les projets, comme je vous l'ai dit, c'est une commission. Moi, j'organise la commission et après, eux choisissent. Mais je trouve que c'est un projet, en tout cas, qui m'a marqué. Ensuite, on a un projet. Qu'est-ce projet? Il y en a tellement que. On a un projet, par exemple, voilà, je vais parler d'un projet en Mauritanie. L'idée là du projet mauritanien, c'est de favoriser la transmission et de favoriser le dialogue entre différentes communautés, parce qu'on sait qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de communautés différentes, et d'avoir comme média le hip-hop. Du coup, c'est de partager le hip-hop comme valeur commune et à travers ça, de créer plein de choses différentes. Donc, ils ont créé une radio pour du coup communiquer sur leurs activités, parler de sujets d'actualité. Ils ont aussi créé des sortes de réunions de femmes qui ont lieu chaque semaine où les femmes des différentes communautés peuvent se retrouver, échanger, monter des projets entre elles, etc. Ça, c'est le projet mauritanien qui est porté par Assalam Alaikum. Et voilà, on a une 60aine de projets qui sont éligibles, mais la meilleure façon, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux sur Accès Culture, programme Accès Culture sur nos réseaux sociaux. Vous verrez tous les programmes, tous les projets lauréats. Il y a même des petits reportages qui ont été faits sur les projets. Et sur le site internet de l'Institut français, vous allez dans l'onglet professionnel, vous tapez Accès Culture et vous avez la liste des derniers lauréats. Vous avez le règlement aussi de l'an dernier qui est disponible. Ok, merci Jimmy. Est-ce que Merci à vous. Une ou 2 dernières questions si vous en avez? De toute façon, Jimmy va nous envoyer un peu plus d'informations, plus de documentation qu'on pourrait partager avec vous. Non? Ok. Eh ben, on passe en 2 autres appels à projets. Karine, Manon, qui veut commencer? Merci, au revoir. Merci Jimmy. À bientôt. Comme vous voulez, je ne sais pas si j'y vais. Comme vous voulez aussi, enfin, il n'y a pas de souci. Je peux commencer si ça, Ok, oui, si allez-y. ça vous dit. Allez-y. D'accord. Ça marche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, là, je suis Karine Bourdex de la région Nouvelle-Aquitaine, du service international. Je m'occupe spécifiquement des appels à projets de solidarité internationale qui s'appelle le développement solidaire et l'autre, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient déjà ces dispositifs. J'en vois certains, oui, je pense que vous les connaissez, par exemple Sens. Voilà. Bon, écoutez, je vais essayer de partager le diaporama que j'ai préparé, qui reprend en fait les règlements d'intervention qui sont sur le site de la région. Voilà, qui sont en ligne depuis la mi-décembre sur le site de la région, dans Guide des aides. Je vous transmettrai le lien pour aller les voir. Donc, j'essaye de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Arrive. Comment? C'est bon. C'est bon? Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Bon, ça y est. Alléluia. Magnifique. Donc oui, comme je disais, je vais vous présenter donc les deux dispositifs de solidarité internationale, le développement solidaire tout d'abord et ensuite le CSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. D'emblée, je vous rappelle les dates butoirs. Pour postuler, il y a 2 vagues, 2 appels à projets par an. Voilà, depuis 2018, c'est comme ça. Donc, si vous êtes prêts pour le 4 mars 2022, on attend vos candidatures. Si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez attendre, voilà, vous préparer pour transmettre vos dossiers au 10 juin 2022, minuit. Minuit 01, c'est trop tard. Voilà. Donc, voilà, pour commencer, je vous avais préparé quelques chiffres pour vous donner une idée, quelques chiffres clés 2021. On a reçu 76 dossiers, tout confondu, DS comme CSI, 69 dossiers éligibles, 36 dossiers ayant reçu une réponse favorable, dont 18 DS et 18 au titre de l'ECSI. Ce qui représente, comme c'est marqué sur le diaporama, 509 622 € pour le DS et 106 725 € accordés pour le CSI. Pour le DS, les projets retenus, le coût total moyen des projets retenus, c'est environ 95 000 €. Voilà. Pour la subvention moyenne accordée au titre du DS, c'est environ 30%, 31% du coût total du projet. Pour le CSI, le coût total moyen d'un projet retenu, c'est 16 000 €, 17 000 € mettons, en 2021. Et la subvention moyenne accordée, là, le taux est un peu plus important, il est de 37% environ en 2021. Voilà. Bon, il est quand même sélectif. Après, il faut savoir qu'en 2020, 2021, il y avait moins de dossiers que les années précédentes, 2018, 2019. Il y a moins de projets, évidemment, avec la crise sanitaire. Il y a environ 20-30 dossiers en moins. Voilà. Donc, voilà les critères. Alors, tout d'abord, les critères d'éligibilité. Pour le développement solidaire, les critères d'éligibilité qui sont examinés par les techniciens, en l'occurrence moi-même, du service. Voilà. Donc, ces critères sont tout d'abord au niveau du bénéficiaire, et puis à différents niveaux. Donc, tout d'abord, pour le bénéficiaire, alors c'est toute structure publique ou privée. Donc, ça peut être une association, une entreprise, un ordre professionnel, un lycée, une chambre consulaire, etc. Mais ce n'est pas un individu, par exemple. Voilà. Il faut que la structure ait son siège social sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qu'il ait une existence de au moins 2 ans.
une existence, une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de la clôture de l'appel à projet. Donc, au 4 mars, il faut qu'il ait, par exemple, pour le CSI, pour le DS, il faut que, voilà, la clôture de l'appel à projet. Donc, voilà. Au niveau de la durée du projet, les projets DS sont forcément entre 12 et 36 mois. C'est-à-dire qu'un projet DS qui se déroulerait sur 3 mois, ça ne serait pas éligible. Voilà. Ou sur 48 mois, ça ne serait pas éligible non plus. Hein. Voilà. Donc, au niveau de l'objet du projet, il y a aussi des critères d'éligibilité. Hein. Les projets, évidemment, doivent répondre à une demande, à des besoins clairement identifiés. Il ne s'agit pas de copier-coller une action qu'on aurait réalisée ici en Nouvelle-Aquitaine et puis de le réaliser parce que ça marche bien ici en Nouvelle-Aquitaine. Hop, on le copie-colle sur un territoire étranger. Non, ce n'est pas ça. Les projets doivent s'inscrire dans une démarche de partenariat. Hein, alors, on n'exige pas un binôme, mais on exige quand même un partenariat solide, réel, avec des structures au sud. Les projets s'inscrivent dans un contexte local, étranger, particulier. Donc, bien sûr, ils doivent être cohérents avec les politiques locales du pays concerné. Ça semble évident, mais parfois c'est surprenant. Il y a des dossiers qui sont hors contexte. Donc, bon, il faut le préciser. Les projets doivent présenter un intérêt local pour le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, cela, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait un petit retour ici en Nouvelle-Aquitaine, au moins un retour au niveau de la communication et puis quelques actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ici en Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qu'on appelle l'intérêt local pour le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on demande un cadre logique. Alors, ce n'est pas évident, ça s'apprend, hein, le cadre logique. C'est pour les projets qui auraient un coût total supérieur à 60 000 €. Donc là, on a monté le seuil pour le cadre logique, parce que pour des petits projets, ça nous semblait lourd de fournir un cadre logique qui n'est quand même pas simple à remplir. Et je pense que là, Socopération pourra vous aider, notamment. Ensuite, des critères d'éligibilité au niveau géographique. Effectivement, le projet doit avoir lieu dans un territoire d'un pays appartenant dans un ou plusieurs territoires d'un pays appartenant à la liste des bénéficiaires de l'APD, de l'aide publique au développement. Donc, je vous ai mis sur le diaporama le lien. Vous pouvez même sur le site de la région, vous avez le lien pour télécharger la liste de l'aide publique au développement. Donc, c'est nouveau aussi. Là, un projet peut avoir lieu sur plusieurs territoires en même temps. Voilà, ce n'était pas possible jusqu'à présent. On peut envisager, par exemple, un projet qui serait coordonné ici en Nouvelle-Aquitaine, mais qui aurait concrètement lieu, par exemple, en Guinée, et puis une partie du projet au Sénégal, par exemple. C'est tout à fait possible. Après, il y a des zones, comment dire, il y a des zones oranges et des zones rouges. Hein, c'est ce que je vous ai mis. Il y a des projets qui ont lieu dans des territoires dangereux. Hein, donc, du coup, ils sont classifiés par le ministère des Affaires étrangères en zone orange. Et donc, du coup, là, la région se réserve le droit de ne pas accorder de subventions pour ces projets-là, estimant que c'est trop dangereux pour les personnes. Et en zone rouge, c'est carrément, enfin, quand le pays est classifié zone rouge par le MAE, franchement, c'est hyper dangereux. Donc, du coup, on ne subventionnera pas ce genre de projet. Des critères d'éligibilité aussi au niveau des domaines d'intervention.
c'est-à-dire les critères thématiques. Donc, vous voyez à l'écran la formation professionnelle, le développement économique des territoires d'intervention à l'étranger, l'environnement au sens large, en lien avec Néoterra. Je ne sais pas si vous connaissez la charte régionale Néoterra. Je vous ai mis un lien, alors il n'est pas sur le diaporama, mais sur le règlement d'intervention qui est en ligne. Et puis la santé. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas la culture. Donc, voilà, si c'est un projet culturel, il faudra mieux demander à l'Institut français plutôt qu'à la région pour demander une subvention d'un projet pour un projet culturel. Voilà. Donc, c'est complémentaire. Je trouve que nos appels à projets sont complémentaires. Encore des critères d'éligibilité, et cette fois-ci au niveau du plan de financement, qui n'est pas simple à réaliser pour les primo-déposants. C'est souvent très difficile. Là aussi, je vous conseille de vous rapprocher de Socopération. Donc, pour les recettes, on demande un autofinancement d'au moins 5% du coût total, hors valorisation. Pour les dépenses de personnel salarié sont plafonnées à 30% du coût total. Les dépenses de personnel volontaire, ce qu'on appelle volontaire, ce n'est pas le bénévolat. Les personnels volontaires, c'est type volontaire de solidarité internationale, service civique, etc. C'est ça, les personnels volontaires. Donc, ces dépenses-là sont plafonnées à 40% du coût total. Les frais de mission sont ce qu'on appelle les frais de mission, c'est-à-dire hébergement, restauration, transport, vaccins, etc., sont plafonnés à 30%. Les frais généraux, ils sont admis, ou administratifs, ce qu'on appelle les frais administratifs, sont limités à 5%. Effectivement, ils sont limités à 5% parce que c'est le développement solidaire, enfin le dispositif, en fait, subventionne des projets, subventionne pas la structure porteuse. Donc, c'est pour cette raison que les frais généraux sont limités à 5%. Les contributions valorisées, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, elles sont admises, les contributions valorisées. Ce sont le bénévolat ou les prêts de matériel ou les dons en nature, par exemple, qui pourraient être valorisés. Donc là, elles sont éligibles, elles font partie de l'assiette éligible, mais elles sont plafonnées à 20%. Voilà. Donc là, pour le développement solidaire, les dépenses sont éligibles à compter du 1er janvier 2022. C'est-à-dire que les dépenses préparatoires, par exemple, que vous auriez pu faire en décembre ou en 2021 ne seront pas prises en compte dans les dépenses éligibles. Ensuite, tous ces critères d'éligibilité, eh bien, il y a aussi des critères d'analyse. Donc, ce coup-ci, les critères d'analyse sont analysés, justement, sont étudiés par le comité régional de consultation, le CCRSI, dans sa nouvelle mouture, les membres vont bientôt être nommés. C'est le le Conseil consultatif régional de solidarité internationale. Donc, tous les membres vont examiner ces critères d'analyse. Donc, je vous les ai listés là sur le diaporama, mais ils sont tous évidemment indiqués dans le règlement d'intervention. Donc, la pertinence du projet, la cohérence globale du projet, l'adéquation avec les politiques locales, le caractère structurant du projet, la capacité technique et financière du demandeur, la dynamique partenariale, la pérennité, la viabilité du projet, la prise en compte de la problématique du genre, la pertinence des outils et des indicateurs de suivi et d'évaluation, la nature et la qualité des actions, la cohérence du projet avec le partenariat régional de coopération décentralisée, si votre projet a lieu sur le même territoire que celui avec lequel la région a une coopération décentralisée.
par exemple la région d'Itache à Madagascar. Voilà pour le développement solidaire. Pour le CSI, donc ça c'est un autre appel à projet, donc qui a lieu aux mêmes dates. Hein, c'est notre appel à projet qui a lieu aux mêmes dates. Il a les critères d'éligibilité, donc les critères généraux tout d'abord. Donc les projets présentés doivent favoriser l'information et la compréhension des néo-aquitains sur les enjeux du développement durable, enfin des ODD définis par l'ONU. L'identification des pistes d'action et d'engagement accessibles localement, la prise de conscience de l'importance de la solidarité internationale comme facteur de changement social. Ces projets doivent se dérouler sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et être à destination de ses citoyens. Les projets présentés doivent répondre à un objectif spécifique, mesurable, réaliste et défini dans le temps, sur plusieurs mois ou dans le cadre d'événements particuliers, tels que le Festival des Solidarités. Donc là, effectivement, par rapport au DS, les projets de CSI peuvent avoir lieu, par exemple, sur 15 jours. Le Festival des Solidarités, voilà, 15 jours, ou même 3 jours. Voilà. Mais maximum 3 ans, là aussi. Effectivement, j'ai précisé que ceux qui déposent au titre de l'ECSI ne peuvent pas déposer le même projet dans le cadre du DS. Dans le DS, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait une petite partie retour en Nouvelle-Aquitaine, des actions sur Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il ne faut pas présenter le même projet, sinon il y aurait un double financement, une double subvention. D'autres critères, alors le critère de durée, c'est ce que je viens de vous dire, hein, les actions dont la durée de réalisation ne peut excéder 36 mois. Donc voilà, c'est de un jour voilà, à 36 mois. Les critères budgétaires, donc pour les ressources, pareil, l'autofinancement hors valorisation, au moins 5% du coût total. Pour les dépenses de personnel salarié, les dépenses de personnel volontaire, toutes les deux confondues, sont plafonnées à 50% du coût total. Donc, avec les contributions valorisées, je rappelle, ça peut être du bénévolat, ça peut être plafonné à 20%. Donc, ce qui concerne le personnel et le bénévolat, vous voyez, ça peut monter jusqu'à 70% quand même du coût total. Donc, ça peut être intéressant. Les prestations de services, bien sûr, sont autorisées. Les investissements en matériel sont autorisés. Les frais de déplacement et d'hébergement et de restauration sont autorisés, mais ils ne sont pas plafonnés. Donc là, il y a une petite règle spécifique pour le CSI. Les dépenses sont éligibles à compter du 4 mars pour les candidats de la première session qui postuleraient à la première session. C'est-à-dire que là aussi, si vous avez des dépenses avant le 4 mars, elles ne seront pas prises en compte. Voilà. Ensuite, pour ceux qui postuleraient pour le 10 juin 2022, les dépenses sont éligibles à compter du 10 juin. Oui, c'est ça, à compter du 10 juin 2022, pas avant. Donc, les critères d'éligibilité qui sont analysés par moi-même. Après les critères d'éligibilité, donc les critères d'analyse qui sont examinés, eux par le comité consultatif régional de solidarité internationale. Voilà, donc les critères d'analyse sont un peu différents de ceux du DS, donc la cohérence globale du projet, la dynamique collective, le nombre d'actions en direction du public, la nature du public, la participation active du public, le caractère innovant du projet, parce qu'effectivement, on peut avoir les projets les mêmes tous les ans. Donc, non, il faut démontrer ce qui a changé par rapport au projet précédent. Voilà. Pour les projets dont la subvention demandée est égale ou supérieure à 3 000 €, là, on est un peu plus exigeant. La cohérence des actions avec les enjeux de le CSI, la pédagogie du projet, la pertinence des outils, des indicateurs de suivi et d'évaluation du projet.
En conclusion, voilà les modalités de l'aide et quelques mots sur la procédure. Bon, la subvention régionale ne peut excéder 50% du coût total, c'est ce que je vous ai dit, sauf pour les projets situés dans les territoires dits les plus vulnérables de Nouvelle-Aquitaine, hein, sur la carte qui est affichée sur le diaporama, là. Je ne sais pas si vous la voyez, peut-être pas très bien, mais c'est aussi sur le site de la région, au niveau des appels à projets. Donc, si le projet est issu d'un territoire dit des plus vulnérables, la subvention pourra être portée jusqu'à 60% du coût total, que ce soit pour le DS, pour le CSI. Ensuite, une information importante aussi, si une partie de la subvention régionale est reversée à un tiers, simplement pour faciliter la mise en œuvre du projet, hein, c'est tout à fait possible, mais il faut quand même le prévoir et l'annoncer, hein, dans votre fiche projet, mais aussi le formaliser par une convention, parce que sinon les dépenses que ce partenaire, que ce tiers aura pu faire pour le projet ne seront pas éligibles. Donc, il faut absolument faire ça, c'est très important. Signer une convention. Donc, pour le CSI, la subvention régionale est comprise entre 1 000 et 7 000 euros. Elle est versée en 2 fois. Vous avez à la signature de la convention ou de l'arrêté la moitié de la subvention accordée. Et vous avez le solde à la fin du projet lorsque vous avez justifié de l'ensemble des dépenses prévues. Voilà. Donc, c'est la différence avec le programme Accès Culture, c'est-à-dire que là, vous avez 50%, voilà, il faut financer l'ensemble des dépenses. Ce n'est pas uniquement la subvention que vous justifiez. C'est l'ensemble des dépenses qui doivent être justifiées. Et il faut financer du coup le solde. Pour l'EDS, la subvention régionale est plafonnée à 30 000 euros par an. Donc, ça peut être pour des projets de 3 ans de 90 000 euros. C'est un maximum. Comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau des chiffres clés, en réalité, il n'y a jamais, enfin jamais, si c'est arrivé une fois, 90 000 euros. C'est un maximum. Donc la subvention peut être versée en 2 ou 3 fois, selon la durée du projet. Effectivement, pour des projets longs, c'est-à-dire de 3 ans, elle pourra être versée en 3 fois. Une première moitié, donc à la signature de la convention comme une avance, à la signature de la convention. Un acompte peut être demandé. Quand on a justifié d'avoir dépensé les 50% du coût total. Et le troisième versement, c'est le solde. Mais là aussi, il faudra le préfinancer parce que le solde n'est versé qu'après avoir justifié l'ensemble des dépenses du projet. Donc, ce que je voulais souligner aussi en conclusion, c'est que tous les projets sont transmis au Conseil consultatif régional. Ils sont examinés par même y compris les dossiers inéligibles ou irrecevables. Hein. Ils sont transmis au Conseil consultatif régional de solidarité internationale. Et les projets ensuite, ayant reçu un avis favorable de ce conseil, sont présentés aux membres du groupe interne enfin et sont soumis au vote des membres de la commission permanente du conseil régional qui délibère au final et qui décide au final qui recevra la subvention ou pas. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas trop, j'ai peut-être été vite, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Eh ben, on va voir ça tout de suite, s'il y a des réactions, des questions, des choses. C'était bien. Ah, non, il y a Laure. Bonjour.
Bonjour. Oui. Laure. Donc, là, au-delà du collectif Action Solidaire, c'était simplement un remerciement. Déjà, merci pour la présentation, Karine, et aussi un remerciement par rapport à la prise en compte d'une demande qui est une demande de longue date, d'augmentation du seuil de soutien sur les dépenses salariées pour le CSI, voilà, qui a été augmenté à 50%. Et comme ça fait longtemps que c'est demandé par plusieurs associations, je voulais vous remercier, voilà, pour cette prise en compte de ce volume de dépenses qui est important en ESCSI. Merci Laure. Est-ce que vous avez des questions sur l'appel à projet développement solidaire ou sur l'EXI? Profitez bien parce que Karine, voilà. Oui. 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 Non, c'était juste c'est Caroline Duradi qui Oui, vous Caroline. parle. J'essaie de lever la main, mais je ne trouve pas où on lève la main. Alors, je prends la parole comme ça, sauvagement. Non, c'était juste parce que je crois, Karine, vous n'avez pas précisé, mais que pour l'EXI, vous pouvez faire appel au RADI Ah oui, pour tout à fait. vous accompagner justement dans cette demande. Et donc, du coup, voilà, on va se présenter un peu plus tout à l'heure, je crois, avec Khalid, donc je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va se présenter, mais voilà. Bon, après... Après, l'effort qui a été fait là au niveau des dépenses de personnel, c'est suite au Covid, parce qu'effectivement, les associations ont mis en place des trésors de ressources parce que voilà, il a fallu faire face à voilà, des obstacles concrets. Donc, du coup, le personnel a été renforcé, enfin, multiplié des ressources de personnel. Et du coup, voilà, la région a souhaité quand même le reconnaître et puis donner la possibilité, effectivement, de rendre ces dépenses éligibles à hauteur de 50%, alors que c'était plafonné avant jusqu'à 30% maxi. Donc, avec les contributions valorisées, ça faisait que 50%, alors que là, on monte à 70%. Ouais. Donc, ça peut être intéressant quand même. Merci Covid. Il y a même, quand même des... Mais oui, il y a du bon partout. Il faut être positif. Ouais. Enfin... J'espère que ça va continuer même après Covid. Séverine? Oui, bonjour à tous. Je vais parler au nom de mes collègues là, qui sont en train de travailler sur l'appel à projet EXI et qui sont déjà aussi très intéressés par le projet DS qu'on découvre et qui nous donne déjà plein de perspectives à l'idée de travailler avec des partenaires soit au Maroc et a priori l'Amérique du Sud aussi ferait certainement partie, mais bon voilà, c'était peut-être à me confirmer, donc j'ai un signe de oui. On avait oui, tout à fait. voilà, sur l'EXI peut-être une précision sur l'activité elle-même peut démarrer à partir du mois de mars en fait, parce que par rapport aux activités que nous on souhaite pouvoir développer, dès le mois de mars, on aura par exemple des forums, etc. Donc, même si on dépose l'appel à projet le 4 mars, on peut commencer d'une manière ou d'une autre les activités qu'on avait prévues, même si on aura les résultats, en tout cas du conseil régional, ultérieurement. Et oui, c'est-à-dire que vous pouvez commencer les actions, si vous voulez, en janvier. Simplement, elles ne seront pas éligibles jusqu'au 4 mars. Voyez, vous pouvez commencer les actions, elles seront éligibles à compter du 4 mars. Okay. C'est-à-dire que des factures que vous présentez à partir du 4 mars seront prises en compte. Si vous présentez des factures au 1er mars, non. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, il y a un délai de réponse, parce que donc, la date limite, c'est le 4 mars pour candidater. Mais la commission permanente, vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué, il y a plusieurs réunions de comités qui se réunissent. Et donc, du coup, oui, la décision définitive interviendra probablement en mai. Donc, vous avez effectivement 3 mois d'attente, quoi. Ouais.
Alors ensuite aussi, on avait une question plutôt liée au partenariat, puisque vraiment, ça fait partie aussi d'un élément clé. Et donc, du coup, c'était peut-être d'avoir un peu plus de précision sur la nature de ce partenariat. Comment on le flèche, comment on le décrit, puisque nous, la Maison de l'Europe, elle va porter un projet avec des partenaires, mais ils ont différents rôles. Certains vont être acteurs, d'autres vont être plutôt bénéficiaires. Donc, du coup, ça a été comment identifier ce collectif? Oui, non, le partenaire, c'est pas un prestataire, Oui. c'est pas le bénéficiaire. Enfin, oui et non. Mais voilà, on peut être partenaire, c'est pas un partenaire financier, c'est pas enfin, comment vous dire? Ce qu'on attend, nous, c'est que la structure porteuse, enfin le demandeur, ait un partenariat qui va agir concrètement du début jusqu'à la fin, qui sera, comment dire, partie prenante du projet. Donc, qui est vraiment, comme disait mon collègue de l'Institut français, c'est un binôme. Alors, on ne dit pas binôme, voilà, mais en fait, c'est ça. C'est un partenariat, comment dire, de chaque instant. Ce n'est pas forcément uniquement financier, ce n'est pas uniquement, comment dire, prestataire, enfin, qui ferait figure de prestataire ou uniquement un bénéficiaire. D'accord. Alexandra? Ah, pardon. J'aurais voulu plus de précision sur la question. Quand vous parlez de partenaires, c'est par rapport à l'appel à projet ECSI ou à l'appel à projet développement solidaire? Là, plutôt sur l'EXI, puisque c'est un dossier sur lequel on est déjà en train de travailler. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires qui ont différentes actions au travers de ce que l'on peut proposer. Il y en a qui vont être des appuis, on va dire, sur la communication, comme une collectivité, une mairie, etc. Mais ils ne vont pas agir directement, si ce n'est nous appuyer ou nous soutenir sur un volet financier. Après, on va avoir des établissements scolaires où on va pouvoir interpeller les directeurs pour pouvoir solliciter que les élèves ou les collégiens et lycéens viennent aux ateliers qu'on peut proposer. Donc, en fait, ils ont un rôle tous de partenariat, mais pas de prestataire. Mais du coup, voilà, on vous annonce un peu ces différents types de partenariats qui peuvent exister. Après, on va travailler avec d'autres associations qui vont venir avec nous sur des ateliers. Enfin, il y a des choses comme ça. Oui, ce que vous disiez, Karine, sur le binôme, c'était surtout sur l'appel à projet développement solidaire. En fait, Oui. on passait aux partenaires dans le pays, du Sud partenaire. Voilà. Sur le CSI, effectivement, on entend un établissement scolaire et à la fois, effectivement, un partenaire et un bénéficiaire. En fait, les bénéficiaires, ce sont les élèves. Et le personnel éducatif, chef d'établissement, etc., sont les partenaires parce qu'en fait, ils vous aident dans la mise en œuvre du projet. En fait, on entend par partenaires ceux qui aident et qui agissent concrètement dans la mise en œuvre du projet. Et effectivement, sur des établissements scolaires, ils sont sur les deux niveaux, c'est-à-dire que les élèves sont les bénéficiaires. Et donc là, peut-être, vous pouvez mettre dans votre liste de partenaires le lycée X, Y, Z, peu importe. Et après, vous avez un espace où vous pouvez expliquer quels sont les bénéficiaires. Et là, vous expliquez les élèves, tant de classes, etc. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, ce que disait Karine et qui est important, c'est que par exemple, je ne sais pas si vous demandez un financement. Des fois, on en a qui nous mettent Région Nouvelle-Aquitaine et partenaires parce qu'ils nous demandent un financement. Non, on n'est pas votre partenaire dans le sens où vous n'êtes pas techniquement à mettre en œuvre le projet. On vous aide financièrement, mais on a un partenaire financier. Donc là, on demande vraiment les partenaires techniques. Voilà. Parfois, il y en a même aussi qui mettent Socoopération ou le RADSI parce qu'ils ont eu un accompagnement de Socoopération ou du RADSI. Non, ils ne sont pas vos partenaires dans la mise en œuvre du projet. Ils vous ont accompagner parce que c'est leur mission, et parce que vous les avez sollicités, mais ils ne sont pas les partenaires du projet en tant que tel. Ouais, c'est ça, des partenaires, c'est vraiment ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre à un degré ou à un autre. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Non, mais merci beaucoup. Ouais. Merci Alexandra et Séverine. Je rappelle que ces appels à projets ils sont ouverts à tout type d'acteurs de la région, que ce soit des associations. Tu me précises, Karine, pour les collectivités, c'est aussi ouvert à des comités de jumelage, à tout type, des organismes de formation, tout à fait. etc. Donc, les lycées.
Oui. Si vous avez des questions particulières à poser à Alexandra ou à Karine, n'hésitez pas. Non. Donc, je pense que c'était très bien. Peut-être si j'ai une petite précision aussi qu'on observe souvent sur les appels à projets, c'est ce qu'a évoqué Karine tout à l'heure, mais comme elle l'a dit, sur les appels à projets développement solidaire, on demande un retour sur le territoire qui a à minima d'actions d'information sur le projet qui a été mené, voire même des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc, très souvent, dans les projets DS, en fait, l'action de CSI n'est pas vraiment remplie, en fait. On nous explique simplement ce que fait l'association en général à l'année en EXI. C'est pas ça qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une action spécifique de communication ou de CSI liée à votre projet. Donc, ça veut dire que ces dépenses sont tout à fait éligibles à l'appel à projet DS et peuvent et doivent même être intégrées dans ce projet. C'est pour ça qu'on dit après que ce projet ne peut pas ensuite être déposé à l'ECSI puisque normalement, il est intégré dans votre projet développement solidaire qui a donc deux pieds, un pied dans le pays du Sud et un pied en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Je le précise parce que souvent c'est mal compris et les associations nous disent simplement bah oui, bah nous tous les ans on fait des actions dans le cadre du Festisol, on fait des actions dans le cadre d'alimentaire et ça reste extrêmement général. C'est pas ce qu'on attend. Alors on va pas refuser forcément un dossier pour ça, mais c'est pas ce qui est attendu. Voilà, ce qui est attendu c'est vraiment d'avoir une action spécifique par rapport au projet qui est mené en termes de retour sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord. Merci Karine et Alexandra. Juste une dernière question, c'est s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait des nouveautés par rapport aux autres années pour 2022? Comment? J'ai pas entendu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des nouveautés sur ces deux appels à projets par rapport aux autres années pour cette année? Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau des taux là, pour les dépenses de personnel au niveau de l'ECSI. Le cadre logique est exigé pour les dossiers. Qu'est-ce que ça me fait là? Les dossiers 60 000 euros, alors qu'avant c'était 30 000 euros. Hein. On exigeait même des cadres logiques pour des dossiers d'un coût total de 30 000 euros qui pour nous, ce sont des petits projets. Donc, du coup, on l'a monté. Il y a eu d'autres choses. Hein, Le multi-pays? Voilà, le multi-territoire, multi-pays. Alors qu'avant, non, ce n'était pas le cas. Il fallait que ça soit sur un seul territoire donné. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je ne sais plus. C'est les plus grosses. Hein, oui, je crois que c'est les plus gros, oui. Peut-être au niveau budgétaire, bien budgétiser les dépenses de communication. Mais ça sera à la fin. Ça sera à la fin, au moment du solde. Voilà. Pas pour le dépôt, quoi. Voilà ce qui me vient. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'appel à projet de la guilde. Alors, oui. On a une question. Est-ce que les partenaires peuvent être des individus? C'est Anna. Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Est-ce que les partenaires dans le cadre de l'EXI peuvent être une personne dans le cadre, par exemple, je sais pas, un agriculteur ou des personnes qui viendraient faire, quelqu'un qui viendrait faire une conférence ou voilà, ou est-ce que c'est forcément une autre association ou l'institution, c'est-à-dire une école ou un centre social ou voilà, je me demandais si dans le cadre du projet le partenariat peut être envisagé avec voilà, quelqu'un qui serait penseur dans le cadre de sa propre activité localement. Voilà.
Je ne sais Alors, pas si c'est très clair. si, je pense avoir compris. Mais ça dépend si c'est un projet DS ou si c'est un projet ECSI déjà, hein, comme l'a dit C'est Alexandra. le CSI. ECSI, oui, ça serait possible. Ça serait possible, clairement. Mais faut voir comment vous travaillez avec cette personne, enfin, avec ces personnes-là. Enfin, voilà, faudrait détailler un petit peu plus. Pour le DS, ça serait pas possible, par exemple, parce que pour le DS, c'est vraiment des projets déjà de plus grosse envergure. Donc, du coup, on demande à ce que ce soit quand même une structure un peu jumelle de la structure ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on demande que ce soit quand même une structure, pas des individus. Et pour le CSI, a priori aussi, ça serait éligible. Ça peut être un mélange. Il peut y avoir une association partenaire et des individus. Il peut y avoir un groupe de personnes partenaires. Oui, il faut qu'il y ait un seul partenaire. Ça dépend leur rôle dans le projet, en fait. C'est ça. Oui, d'accord. Ce qu'ils font, en fait. Si cette personne est un intervenant sur une conférence, Voilà. et que c'est un peu vous payez, que c'est un prestataire, C'est pas déjà, un partenaire. Ouais. Ouais, déjà, c'est pas un partenaire. En fait, ça dépend quel est le rôle, en fait. Oui. D'accord, ok. Merci. Il y a une question dans le chat aussi. C'est Michel Rochard qui pose une question. Est-ce qu'un projet d'électrification peut-il être pris en compte pour le DS? Oui, alors les travaux, uniquement un projet d'électrification, non, ça serait que de l'investissement, que des travaux d'investissement. Donc non, c'est-à-dire que l'investissement, un projet d'investissement n'est pas éligible. Mais si, par exemple, ce projet d'électrification rentre dans le cadre de, je sais pas moi, de formation parce qu'on a besoin d'un éclairage ou d'un éclairage dans les salles de formation. Voilà, voilà, ça serait éligible. Vous voyez, si ça rentre à 50%, 60% du projet. Il faut que ça soit englobé, si vous voulez, dans un projet plus général que le projet simple, basique d'électrification, vous voyez. Après, ça ne serait pas pour une école, par exemple, parce que, comme je l'ai dit, il y a des thématiques éligibles et celles qui ne le sont pas. Donc, les cultures, ce n'est pas éligible. Les domaines, les projets culturels ne seraient pas éligibles, mais les projets aussi d'éducation. Donc, la construction d'une école, par exemple, l'électrification d'une école, ce ne serait pas possible. Je le précise. C'est surtout que le projet doit aussi prévoir pas seulement effectivement les travaux d'électrification, mais aussi toute la maintenance et comment c'est entretenu et qui est formé pour entretenir tout ça. On regarde tout ça en fait. Si c'est juste on vient électrifier, poser des panneaux solaires et puis merci, au revoir. Non, effectivement, le projet sera même pas retenu. Mais si en revanche, il y a tout un travail autour effectivement de travail sur l'énergie, consommation d'énergie, sur comment sont entretenus les panneaux solaires, est-ce qu'il y a un comité de gestion, un comité de gestion qui est mis en place, voilà, comment est prévu le renouvellement des batteries, etc., etc. Bon, voilà, après, ça, c'est déjà un projet qui n'a pas que pour objet de faire de l'investissement. Bien sûr, l'investissement est l'objet principal, mais il n'y a pas que ça. C'est pour cette raison aussi qu'on demande des indicateurs. Et des indicateurs, ce n'est pas juste pour faire beau, juste pour nous faire plaisir. C'est que pour que le projet soit pérenne, c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans, au bout de l'année ou même d'une année où vous êtes intervenu sur ce territoire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout s'effondre. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour que justement le projet soit pérenne? Et du coup, il faut mettre en place des indicateurs, c'est essentiel. Oui, Michel Rochard, je rebondis un petit peu, c'est moi qui ai fait la demande. Bon, il est évident que si on demande l'électrification d'un bâtiment, voilà, ça serait des écoles en particulier, et qu'il y aura des indicateurs qui seront mis en place et que le but de cette électrification, c'est de permettre aux élèves et peut-être aussi aux parents de pouvoir avoir un accès plus facile à l'éducation.
Vous voyez, c'est ce que ma demande. Obligatoirement, ce n'est pas électrification et on s'en va, quoi. Non, non, il y a vraiment un but d'aide à l'éducation pour ces gens-là, quoi. Donc, il y aura un suivi après, comme tout projet. Mais quoi, hein. la thématique n'est pas éligible. Si D'accord. c'est dans le domaine de l'éducation, ça ne sera pas éligible. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. On essaye d'avancer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les garder. Donner un petit peu la parole à Manon Blanc de la Guilde et de l'agence de microprojet pour qu'il nous présente l'appel à projet et après on continuera un peu la discussion. Manon, Oui, merci. Bon, je vais essayer de ne pas trop vous assommer pour cette dernière présentation. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu la Guilde parce que donc, je vais vous présenter le dispositif de financement, mais qui est quand même intégré à une ONG. Vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Okay. Alors, donc la Guilde, en fait, c'est une ONG qui a été créée, qui est assez ancienne, qui a été créée il y a plus de 40 ans et qui a été reconnue d'utilité publique dans les années 80. Et en fait, initialement, elle a été créée par des aventuriers. Donc, sa mission, en fait, ce qui était au cœur de sa mission, c'était vraiment de soutenir les initiatives aventurières et solidaires à travers le monde. Et petit à petit, elle s'est orientée vers la solidarité internationale. Donc, en fait, on a plusieurs pôles au sein de la Guilde. Donc, le côté aventure est toujours présent. On essaie de valoriser des projets d'exploration, des documentaires à travers le monde. Il y a aussi un pôle volontariat très important. On envoie des VSI, donc volontariat de solidarité internationale à l'étranger, ou bien j'ai juste le soleil, je ne sais pas si vous me voyez beaucoup, c'est pas grave, et des services civiques. Donc c'est d'ailleurs on est le premier organisme d'envoi de volontaires à l'étranger en France. On fait aussi des interventions directes dans certains pays et on a donc un volet financement à travers des dispositifs de financement de microprojets. Donc, il y en a deux. Moi, je travaille dans le programme de microprojets. Donc, ce pôle, il a pour but de valoriser les petites associations françaises de solidarité internationale et de favoriser donc la mise en place des microprojets de développement à l'international. Et à travers plusieurs activités, donc une activité, c'est l'accompagnement et la formation. Donc, on accompagne individuellement les porteurs de projets en amont. Et on organise aussi des formations sur les cycles des projets en fait, de développement, notamment en relation avec les RRMA, donc sous coopération, par exemple. On a aussi, donc on fait tout un suivi, évaluation des projets, notamment avec des bilans intermédiaires et finaux qu'on reçoit des associations que l'on finance pendant et à la fin des projets. Et on essaie aussi d'aller un maximum sur le terrain pour rencontrer les partenaires locaux, voir si tout se passe bien, voilà, échanger avec les personnes sur le terrain. On essaie aussi de capitaliser tous les projets et tout ce qu'on gagne dans les projets que l'on met en œuvre. Vous avez notamment sur notre site un onglet médiathèque où on essaie de mettre à jour des fiches techniques sur des thématiques ou des projets pour que ça soit ouvert au public. Et donc l'aspect financement à travers des dispositifs, des appels à projets. Alors on en a deux en ce moment. Je vais aller assez rapidement dessus parce que moi je travaille un peu moins sur celui-là, mais donc il s'appelle Sport et Développement. Donc on peut financer à hauteur de entre 10 000 et 40 000 euros. Et donc cet appel à projet est financé par l'AFD, comme l'autre que je vais présenter après. Et donc, le but, en fait, c'est de placer le sport comme moyen de facilitation de l'accès à l'éducation, la cohésion, l'autonomisation, enfin, tous les thèmes de développement, en fait, mais toujours par le biais du sport. Donc, pour être éligible à cet appel à projet, il faut être, si vous êtes une association française et que vous avez un partenariat avec une structure locale, vous pouvez postuler.
ou bien si vous êtes une structure déjà mise en place dans un pays en développement, vous pouvez directement postuler à l'appel à projet. Donc, il faut bien sûr être enregistré officiellement auprès des autorités locales, administratives, avoir une existence d'au moins 2 ans, et avoir des ressources annuelles inférieures à 50 000 €. Et ces projets-là, par contre, sont financés seulement en Afrique pour l'instant. Voilà, donc on met l'accent sur le fait que les projets doivent vraiment répondre à des besoins des populations locales, que ce ne soit pas un projet qui sort de nulle part. Et donc voilà, qui est pour but de répondre donc aux objectifs de développement durable toujours émis par l'ONU. Pour la durée de mise en œuvre des projets, donc ça doit être un projet qui dure au minimum 1 an et qui peut aller jusqu'à 3 ans. Et le budget global ne doit pas dépasser 150 000 €. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Ensuite, on a un autre programme, programme des micro-projets. Donc anciennement, on appelait Agence Micro-Projets. Donc en fait, c'est un centre de ressources nationales d'accompagnement et de financement des petites associations françaises de solidarité internationale, qui est aussi financé par l'AFD. En fait, on a un partenariat avec l'AFD qui est renouvelé tous les 3 ans. Et là, les projets que l'on finance, les dotations que l'on offre sont de 2 000 à 10 000 € par projet, donc un peu moins que pour le projet sport. Les critères d'éligibilité pour les projets de micro-projets, du coup, il faut que l'association, pareil, soit reconnue par le droit français et existe depuis au moins 2 ans et des ressources annuelles inférieures à 130 000 €. Ce qui est obligatoire, vraiment, c'est d'avoir un partenaire local sur place. Il faut vraiment que le projet soit co-construit. Donc, ça peut être une association, une coopérative, une école, des associations de parents d'élèves. Voilà, c'est assez vaste, mais il faut quand même que le partenaire local soit reconnu localement aussi. Pareil, les projets, c'est pour des projets de 1 à 3 ans et c'est dans tous les pays qui sont éligibles, qui font partie de la liste du comité d'aide au développement de l'OCDE. Donc, en fait, ça prend en compte quasiment tous les pays d'Afrique, Asie du Sud-Est, il y a des pays en Amérique latine aussi, et en Europe de l'Est, certains pays des Balkans notamment. Vous pouvez trouver cette liste sur Internet. Voilà, et donc, dans cet appel à projet, toutes les thématiques traditionnelles de l'aide au développement sont éligibles. Par contre, si vous avez déjà un projet financé par l'AFD ou le MAE, il ne sera pas éligible dans cet appel à projet. Aussi, on ne finance pas les associations antennes et les projets ponctuels ou de construction simple, c'est-à-dire on construit une école dans tel village, puis on va dans un autre village, on construit une école. Il faut quand même on voudrait que le but, ça soit l'autonomisation quand même du projet et qu'il y ait une certaine pérennité, donc qui est quand même un projet global construit autour d'une construction. Ça peut être une construction et pas seulement. On ne financera pas non plus des projets d'urgence ni des microcrédits et on ne finance pas non plus les associations de jumelage. Donc pour les critères de sélection, je vais aller rapidement. Notre attention est portée surtout sur la pertinence du projet, s'il répond à des besoins locaux, l'ancrage local, donc, comme je l'ai dit, avec un partenaire local. Ensuite, la pérennité du projet. Il faut aussi que le budget soit proportionnel, qu'il y ait une cohérence entre les dépenses et les résultats. Qu'il y ait aussi des indicateurs, que vous soyez en capacité de mesurer les impacts. Et on met l'accent sur la description des bénéficiaires et leur implication dans les projets. Et on a quelques thématiques transverses qui sont un peu un plus si elles sont prises en compte dans le projet, qui sont le genre, la jeunesse et l'environnement. Voilà.
Alors, le dépôt de ce projet se fait en ligne de vos dossiers sur le portail solidaire. Donc, vous avez le site ici, www.portailsolidaire.org. En fait, vous êtes porteur de projet, vous allez créer un compte et vous pourrez vous y connecter. Voilà, ça va être tout le suivi de votre association. Nous, on y aura accès aussi. Alors, en fait, il se fait sur cette plateforme-là. Et depuis quelques années, on a mis en place donc, un système avec des partenaires externes, donc notamment la Fondation Agir sa vie. En fait, la Fondation Agir sa vie, elle va avoir accès à cette plateforme aussi. Et du coup, elle pourra, si un projet l'intéresse, si elle a une enveloppe pour financer un projet, regarder les projets qui ont été déposés sur notre plateforme et compléter un financement aussi, enfin, ajouter une part de financement sur ce projet. Donc, eux, ils vont financer à hauteur de entre 2 000 et 15 000 euros. Ils ne financent pas des projets des frais de fonctionnement, par contre, seulement voilà, des frais d'investissement. Il n'y a pas de durée obligatoire pour les associations qui déposent le projet. Et toutes les thématiques sont éligibles pour eux, sauf la santé et le scolaire. Donc après, si vous voulez un peu plus d'informations sur cette fondation, vous pouvez aller jeter un œil sur leur site. J'en ai pas beaucoup plus. Donc là, je vais vous parler un peu du dépôt de dossier parce que je vais aller assez rapidement, mais c'est assez important parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes et voilà, c'est important que vous ayez bien pris connaissance de tout le formulaire avant de vous lancer dans l'écriture du dossier. Donc d'abord, comme je l'ai dit, vous allez devoir créer votre espace d'association. On va vous demander des documents officiels prouvant l'existence de votre association. Donc, vous devrez, dans un premier temps, présenter rapidement vos objectifs et votre projet. Ensuite, il y a un onglet partenaire local. Donc, c'est là où vous présenterez votre partenaire local, son rôle, etc. S'il y a déjà des projets faits avec eux, vous pouvez aussi en parler. Plus il y aura d'informations sur ce partenaire local, mieux ce sera. Sur les bénéficiaires aussi, direct, et comment ils sont impliqués dans le projet. Ensuite viendra le moment donc d'écrire vos activités avec les dates de début et de fin d'activité pour chacune. Et ensuite, il y a un onglet viabilité qui est assez important, comme je vous le disais, parce que voilà, nous, on cherche vraiment à ce que les projets soient pérennes une fois que l'association française s'en va. Et voilà, il faut nous montrer que vous ayez bien réfléchi à tout ce qui est frais de maintenance et comment ça va fonctionner à long terme. Donc là, il y a des exemples, quelques exemples pour atteindre ça, donc des activités génératrices de revenus ou une participation des bénéficiaires, un appui de l'État, etc. Donc tout ça, ce sera à décrire aussi. Et après, voilà, il y a des aspects culturels, politiques. Est-ce que le projet ne va pas venir en contradiction avec la politique locale, la viabilité environnementale, technique, etc. Je passe rapidement. Ensuite, donc le budget, c'est une partie assez importante aussi puisqu'elle va vraiment montrer la cohérence du budget et des dépenses par rapport aux activités. Donc, vous avez une partie dépenses, une partie ressources. Voilà, c'est là aussi que vous pouvez indiquer si vous avez sollicité la Fondation Agir sa vie. Bon, là, cette capture d'écran n'est plus trop à jour. Pour l'instant, on a plusieurs partenaires, mais pour l'instant, celui qui a été vraiment officiellement renouvelé, je dirais que c'est la Fondation Agir sa vie. Et dans le budget, vous allez aussi pouvoir indiquer les valorisations. Donc, c'est des contributions qui ne vont pas demander de dépenses. Donc, par exemple, vous avez un projet où il y a une formation. Pour cette formation, vous allez avoir une salle prêtée ou à titre gratuit. Vous allez pouvoir mettre le montant de ce que vous aurez coûté la location de la salle dans ces valorisations pour les valoriser dans le budget. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les projets, programme micro-projet, donc multisectoriel, la somme du projet que nous, on va pouvoir financer, elle ne pourra pas dépasser les 50% du projet prévisionnel, comprenant les valorisations.
Et pour les projets sport et développement, ça pourra aller jusqu'à 75% du budget, mais hors valorisation. C'est un peu, c'est toujours très simple. Mais voilà, le but, c'est que voilà, vous pouviez aussi en fait, solliciter d'autres bailleurs pour avoir des cofinancements. Et donc, ce budget-là est calculé sur les dépenses éligibles seulement. Donc, il peut y avoir vous pouvez nous faire apparaître des dépenses qui sont non éligibles, ça va pas impacter l'éligibilité du projet global, mais nous, on ne financera pas les dépenses non éligibles, en tout cas. Voilà, et voilà, si vous avez des financements déjà acquis, n'hésitez pas, enfin, il faut d'ailleurs le prouver avec des justificatifs que vous aurez. Donc, pour voilà, les dépenses éligibles, un peu plus précisément, il y a bien sûr des salaires de formateurs locaux, des achats au sein du pays, des frais de construction, des frais de communication et de publicité, des salaires locaux à court terme, toujours et les frais de fonctionnement aussi, mais toujours dans un but qui soit couvert au bout d'un moment. Et par contre, ne sont pas éligibles donc toutes les dépenses qui seront faites en France, les diagnostics, parce que voilà, on veut quand même favoriser l'économie locale en fait. Les diagnostics et études de faisabilité, des frais liés aux Français qui se rendent voilà, sur le terrain et les salaires français ou européens sur place. Voilà, et ensuite, voilà, un dernier volet, ça sera tout ce qui est photo, vidéo et les annexes qui peuvent être utiles, donc des devis, des attestations de mise à disposition d'un terrain, tout ce qui peut alimenter vraiment le projet. Voilà. Et donc voilà, ce dossier, il est assez, enfin, le formulaire est assez long, ça prend un peu de temps. Mais voilà, s'il est rempli, en fait, déjà, vous pouvez le remplir progressivement, bien sûr. Vous pouvez sauvegarder petit à petit ce que vous faites. Et voilà, un seul dossier de demande de fonds par session et par bailleur. Pour les pays en zone rouge, donc, ils ne sont pas inéligibles à notre appel à projet. Par contre, pour le sport et développement, il me semble qu'ils sont inéligibles. Mais pour les projets de micro-projets hors sport et développement, ils ne sont pas inéligibles. Par contre, voilà, il faut savoir que du coup, les Français ont officiellement interdiction d'aller dans ces zones-là, donc il faut pouvoir s'adapter en conséquence pour des visites ou la répartition un peu des actions sur le terrain. Voilà, c'est un peu toutes les informations sur le dépôt du projet. Après, voilà, une fois que vous avez déposé le projet, alors oui, il y a un paiement en ligne à faire d'une hauteur de 20 € pour valider le projet. Et ensuite, il y aura une première lecture en interne, puis une lecture en externe. Donc, c'est-à-dire qu'on va inviter des experts sur certaines thématiques. Par exemple, si c'est un projet eau, ben, on va inviter des experts sur la thématique parce que nous, on n'est pas tous experts dans l'équipe de la Guilde. Et qui va lire votre projet et mettre un avis. Et puis, il y aura la décision finale. Et tout ça se fera en ligne, donc vous recevrez des notifications par mail. Et bien sûr, nous, on reste à disposition aussi dans tout le processus de dépôt du projet. Et après, une fois qu'il est financé, la dotation se fait en 2 temps. Ça sera d'abord 2 tiers. Ensuite, on demande des bilans intermédiaires et bilan final. Et une fois que le bilan final est validé, vous aurez le versement du dernier tiers. Voilà. Alors, pour l'agenda, du coup, ce qui va vous intéresser, les 2 programmes, sport et développement et micro-projet, sont ouverts en ce moment. Donc, l'appel à projet sport et développement, il s'appelle Appel à projet Impact 2024 international. Et il se clôture le 15 février, donc dans un petit mois. Et par contre, celui-ci se fait sur la plateforme Sport en commun. Donc, ce n'est pas sur le portail solidaire, ça va être une autre plateforme. Et l'appel à projet de la session de printemps des micro-projets va se faire, est ouverte, pardon,
et se clôture le 31 mars 2022. Voilà. Vous avez quelques liens ici. De toute façon, on vous transmettra le diapo après. Vous aurez toutes les informations à disposition. Voilà pour moi. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. C'est beaucoup d'informations, mais je voulais quand même passer un peu de temps sur le portail solidaire parce que c'est important que vous voyez comment se passe le dépôt du projet. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas. Merci Manon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Nous avons vu que les associations de jumelage sont exclues. Oui. Je crois que nous sommes plusieurs concernés aujourd'hui. Nous sommes une association de jumelage coopération. Ça veut dire que nous ne pourrons pas postuler à ce type d'appel à projet. Alors, sur les associations de jumelage, j'avoue que je n'ai pas trop d'informations, mais si, en fait, elles peuvent se présenter un projet à condition que le projet ne se place pas dans le cadre de la coopération décentralisée. Alors, je ne sais pas exactement quelle est votre position, votre projet, mais en théorie, les associations de jumelage ne sont pas éligibles. Après, je pense qu'il faudra nous en dire un peu plus sur votre relation avec l'association locale pour qu'on puisse en discuter. Moi, je n'ai pas l'information j'avoue que sur les associations de jumelage, j'en sais pas beaucoup plus. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir plus d'informations. En nous expliquant votre situation, votre relation avec l'association locale. Et moi, je pourrais faire passer en interne. Voilà. Bon, pour le moment, nous n'avons pas spécialement de projet, mais de toute façon, tous les projets que nous les réalisons dans le cadre de la coopération. Donc, ça veut dire pour moi que les projets ne peuvent pas être soumis à cet appel à projet. C'est vrai que pour vous, pour vos comités de jumelage, c'est des cas spécifiques. C'est pas comme il y a certains comités de jumelage qui ont un certain niveau un peu plus élevé, mais je pense qu'on pourrait voir avec l'AMP par rapport à ces questions des associations, des petites associations de jumelage dans des petits villages et tout ça. Donc c'est pas la même chose que pour des grandes villes et tout ça. Il y a une autre question qui dit: les indemnités de l'animateur du projet au sud peuvent-elles être comptabilisées comme rémunération du personnel? C'est-à-dire, en tout cas, elles peuvent être éligibles. C'est-à-dire rémunération du personnel. Oui, enfin, tout à fait. C'est une dépense qu'on va pouvoir financer. Nous, ce qu'on ne va pas financer, ce sera les salaires français, en fait. Mais les salaires européens, locaux, peuvent être comptabilisés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que c'était clair. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de critères qui sont répétés de toute façon d'appel à projet en appel à projet. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'appel à projet de la région et celui de l'AMP. Donc, j'espère qu'un jour, on arrivera un petit peu à une certaine mutualisation. J'espère. Oui, ça serait plus simple. Ça serait plus simple pour tous les acteurs. Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux donner la parole rapidement à Dana pour qu'il nous parle de l'Institut des Afriques et le travail de valorisation des projets, si c'est possible. Oui, merci Khalid. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dana Khoury, coordinatrice de l'Institut des Afriques. Donc, l'Institut des Afriques est une plateforme régionale qui regroupe une pluralité d'acteurs
engagés dans les dynamiques africaines. Donc, on a parmi nos structures membres des structures issues du monde culturel, académique, des têtes de réseau de la coopération et de la solidarité internationale, des organismes de formation, d'éducation, etc. Le but de tous ces acteurs réunis autour de l'IDAF et que l'IDAF fédère, c'était son caractère premier qui a impulsé sa création, cet esprit fédérateur. Donc, le but du jeu est de porter ensemble un nouveau regard sur les dynamiques africaines en dépassant et en brisant les stéréotypes. Cette valeur-là, on essaye de la mettre en œuvre à travers 4 axes d'activité. Donc, on a un axe de centre de ressources. Vous trouverez sur notre site web, je vais peut-être le partager. J'ai le droit, Khalid, de le partager? Oui, alors attends, je te le donne tout de suite. Ouais. Voilà, vas-y. Voilà. Donc, vous trouverez sur notre site web un centre de ressources dans lequel vous trouverez des guides pédagogiques autour d'expositions ou de films qu'on accueille, des conférences qui ont été filmées pour démocratiser l'accès aux savoirs liés aux Afriques, des vidéos thématiques également sur des questions d'actualité africaine. Donc voilà, sur le site web avec une simple recherche thématique ou catégorique, vous pouvez trouver des ressources pour vous éclairer sur la question. Nous venons aussi, et c'est une information en avant-première, que je vous livre l'Observatoire des artistes et acteurs culturels issus des diasporas africaines en France. Donc, vous trouverez pareil par des filtres des structures qui sont engagées sur les dynamiques culturelles et que vous pouvez aussi chercher par la discipline sur laquelle ils sont engagés. L'objectif de cet observatoire-là est de valoriser la participation des acteurs et artistes des diasporas africaines aux politiques culturelles publiques locales, régionales, départementales, mais aussi aux politiques de coopération culturelle extérieure, soit avec leur pays d'origine ou alors avec d'autres pays élargis. Ça fait écho un peu à la présentation de Jimmy Berthet tout à l'heure. C'est aussi un outil qui se veut facilitateur de la mise en réseau entre acteurs pour mener des projets ensemble, acteurs donc du continent, des mondes caribéens et des acteurs qui sont en métropole ici. Donc, ça, c'est notre premier axe de travail, l'axe centre de ressources. On a également un axe de programmation annuelle. Et là, il s'agit de mettre en place 2 saisons au long de l'année d'événements pluridisciplinaires, à la fois donc, des conférences, des expositions, des projections, débats, etc., dans le but de valoriser les dynamiques africaines en région, et aussi tous les liens qu'on peut avoir avec des acteurs du continent, comment la programmation de l'Institut des Afriques peut aussi être le reflet des innovations en cours sur le continent africain. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez valoriser vos projets, si vous avez à l'issue de vos projets de coopération internationale des expositions photos, si vous souhaitez inviter des auteurs que vous aurez rencontrés pendant vos trajectoires de projets, n'hésitez pas à nous solliciter pour organiser des événements ensemble dans ce sens. En tout cas, c'est un espace qui se veut un espace de valorisation. Notre 4e axe de travail, c'est un axe de médiation, donc pour sensibiliser les jeunes générations aux dynamiques africaines, et c'est un axe qui mêle à la fois des projets d'éducation à la citoyenneté avec des projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, comment l'art et la culture peuvent être des médias pour éduquer à la citoyenneté mondiale. Et là, on porte donc des dispositifs d'éducation à l'image et à la citoyenneté, comme le dispositif Je raconte l'Afrique, dont vous pouvez prendre connaissance sur notre site web, et qui a pour but d'aider les jeunes à réaliser un film pour exprimer par leur propre parole leur vision de l'Afrique, mais aussi leur vision de la citoyenneté et du vivre ensemble. Et la 2e activité de médiation, c'est la production de ressources pédagogiques dans le cadre de notre programmation annuelle, où on peut aussi vous accompagner dans la production de guides pédagogiques autour de vos projets si vous en sentez le besoin, si vous le souhaitez aussi, si elle s'y prête.
Et notre dernier axe de travail, c'est une résidence d'écriture francophone que nous portons avec l'agence ALCA Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant 4 ou 5 ans. Donc, on accueille chaque année en résidence un auteur ou une autrice africain ou haïtien en résidence d'écriture. Cette année, la résidence aura lieu sur l'ensemble du territoire néo-aquitain et l'autrice lauréate, pareil, je vous livre ça en avant-première, est Gaëlle Bien-Aimé, autrice de théâtre, qui fera un parcours à La Rochelle, à Limoges et à Bordeaux entre le mois de février et le mois d'avril. Pour les acteurs situés à Bordeaux, parce que c'est l'IDAF qui s'occupe de l'animation de sa résidence à Bordeaux, si vous souhaitez venir à sa rencontre ou si vous souhaitez l'inviter sur des temps de médiation auprès de public dans le cadre de vos projets de CSI, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut étudier la possibilité de mobilisation de Gaëlle Bien-Aimé sur des temps de ce type-là. Voilà qui nous sommes, ce que nous faisons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en espérant avoir été complète et brève pour ne pas prolonger le temps de la réunion. Rally, ton micro est coupé. Ah, je ne le vois pas. Pardon. Je disais que lors de Collectif Action Solidaire, la parole. Oui, bonjour, merci Dana pour la présentation. En fait, j'avais 2 questions. Si on connaît des artistes africains qui sont en France et qui souhaitent faire partie du réseau, à qui on peut qui peuvent contacter? Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre de l'Institut des Afriques? Et l'autre chose par rapport à la tournée de Gaëlle Bien-Aimé, est-ce que vous passez par et vous êtes évidemment en contact avec le Centre Intermonde, hein, c'est ça? C'est effectivement, oui, le Centre Intermonde, la Maison des Écritures de La Rochelle qui l'accueillera en résidence. D'accord. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher Voilà, d'Edouard Morneau ou de Margot Serge pour les médiations. Ok, parfait, merci. Concernant l'Observatoire, en fait, il y a un espace en ligne. C'est ce petit bonhomme qui permet aux acteurs de s'autoréférencer. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, parmi vos réseaux d'acteurs pour que les auteurs ou les artistes s'autoréférencent par eux-mêmes sur l'Observatoire. Nous, on reçoit juste l'info comme quoi il y a une nouvelle demande d'inscription à l'Observatoire. On vérifie généralement que toutes les informations sont complètes et on valide l'inscription. Mais ce n'est pas compliqué, c'est très simple à mettre en place. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci Laure et merci Dana. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions, soit pour la région, soit pour la MP ou pour Dana, avant qu'il nous reste un quart d'heure? Non? Je vois pas de questions. Du coup, pour le quart d'heure qui nous reste, on va se présenter l'Eurasie sous coopération. C'est plutôt, la majorité nous connaissent, c'est plutôt pour juste vous proposer nos offres de formation et d'accompagnement, voire autre chose aussi. Mais juste avant ça, je pense qu'il y a une dernière question. Il y a le Hou de Sens. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, bonne année, meilleurs vœux. Merci. Donc, en premier, je tiens à vous remercier pour l'invitation, remercier tous les intervenants. Moi, ma question, en fait, c'est un peu sur la méthode de sélection de projet. Est-ce que les dossiers sont sur l'instruction des dossiers, est-ce que les dossiers sont instruits par une seule personne ou bien par des collèges, ce qui crée un débat, en fait, autour des projets? Donc, la question pour la région, c'est pour la guilde, pour savoir, en fait, au niveau de la sélection des projets, comment ça se passe. Est-ce que c'est une seule personne qui instruit le dossier ou bien c'est 2 personnes, ce qui permet un peu d'avoir un certain débat sur les projets et sur l'appréciation de projets?
Alors pour la région, je vais vous répondre, mais j'ai déjà répondu en fait lorsque j'ai expliqué. Les critères d'éligibilité, effectivement, sont examinés par moi-même, par le service international, mais après, tous les dossiers passent au comité de sélection, enfin au comité consultatif régional de solidarité internationale. Donc c'est une quinzaine de personnes où là, effectivement, il y a un débat sur chaque projet, quoi. Voilà, donc ben, c'est les deux, finalement. Manon, Oui. Alors pour la guilde, il y a deux sessions, enfin il y a deux comités, un interne donc qui va être élu. Donc dans le cas des associations, des projets qui sont déposés par les associations de l'Ouest de la France, c'est la chargée de mission Ouest, donc qui est moi-même dans ce cas-là, donc on fait une première lecture et ensuite alors bien sûr, bon, alors moi, vu que je suis là depuis pas très longtemps, j'ai pas encore participé à ces sessions-là, mais je sais pas si, Khalid, tu sais un peu plus, mais si je me trompe pas, il y a quand même des discussions en interne avec les collègues de la guilde. Et ensuite, il y a une présélection. Si le projet est présélectionné après cette première discussion en interne, il y a un deuxième comité dans lequel, là, on va faire appel à un ou deux experts en fonction des thématiques en fait, des projets. Et ce sont ces experts, qu'on appelle experts, qui vont lire ces projets-là et rendre un avis. Et en fonction de cet avis-là, à la guilde, on va mixer les deux avis et recommandations des deux comités et pour prendre la décision finale. Et d'ailleurs, sur certaines, oui, peut-être que, Hamid, tu peux ajouter un mot, parce que là, depuis l'année dernière, il me semble, il y a des expérimentations qui sont mises en œuvre et dans lesquelles on essaie de décentraliser les instructions en faisant participer justement les acteurs des RRMA aussi dans la sélection. Alors, peut-être que pour ce point-là, tu peux peut-être un peu plus développer par rapport à l'expérience que vous avez eue l'année dernière, à la dernière session, Khalid. Ouais, juste pour vous dire aussi que depuis 2021, on a un partenariat, tous les réseaux régionaux multi-acteurs ont un partenariat avec l'agence de micro-projets qui comprend plein d'activités, notamment les formations, des accompagnements des lauréats et aussi des acteurs qui souhaitent déposer à la région. À l'AMP. Et aussi, dans ce partenariat, il y a des expérimentations, notamment ce qu'on a fait en fin d'année avec la guilde, c'est de faire une première instruction, en gros, des dossiers qu'on a reçus en région, région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on fait la première instruction dans notre avis. Donc, on est deux. Donc, la représentante de la guilde, pardon, et moi-même. Puis, à la suite de cette instruction, on invite aussi les acteurs qui ont déposé pour venir à un entretien individuel. Pardon. Un entretien individuel pour qu'on nous présente plus son projet et pour qu'on puisse donner notre avis par rapport à la première instruction. Ça laissera un petit peu de temps à l'acteur de modifier suite à nos remarques. Et après, le dossier qui passe cette étape, ils seront présentés au jury final qui est composé on va dire des experts plus des représentants des RMA qui vont donner leur dernier avis. Je vois qu'Alexandra a levé la main aussi. Oui, excuse-moi, j'avais une question pour Manon de la guilde. Combien de projets qui concernent la Nouvelle-Aquitaine sont déposés chaque année à votre appel à projet, micro-projet? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Moi, je peux te donner... Il me semble que ça dépend des sessions, je pense. L'année dernière, il y en avait eu, c'était 2 financés, non? La dernière session? Alors, à la dernière session, il y avait... Enfin, Nouvelle-Aquitaine, à la dernière session de l'automne 2021, il y avait 6 dossiers qui ont été déposés et il me semble qu'il n'y avait qu'un seul qui a été retenu. Ouais, ou un seul, oui, c'est ça. Ouais.
D'ailleurs, vous avez une session de printemps et une session d'automne, c'est ça? Oui, il y a une session printemps et une session automne, oui, je l'ai pas précisé ça. Et les dates de la session d'automne, c'est quoi? Alors, automne, elles ne sont pas encore définies. Encore. Approximativement. Mais c'est fin septembre qu'il faut avoir la clôture. D'accord. Et le délai de réponse entre le dépôt et la réponse définitive de la guilde, c'est quoi? Bah là, vous voyez, les lauréats ont été déclarés oui, en début décembre. Donc, ça fait bien 3 mois à peu près. D'accord. Et au final, à l'échelle nationale, vous financez combien de projets? Alors là, en 2021, il y en avait 92, mais en fait, ça dépend vraiment des années parce que, en fait, on a une enveloppe qui nous permettrait de financer 50 projets de 10 000 €, par exemple, par session. Mais on a une enveloppe d'1 million en fait par année. Mais vous voyez, chaque année, en fait, quasiment chaque année, l'enveloppe n'est pas dépensée entièrement. Donc, c'est vraiment en fait sur la qualité des projets et la pertinence des projets qu'on va financer, quoi. Juste un titre d'information, le projet, il me semble, hein, le projet qui a été retenu pour la session d'automne par la Guilde, c'est un projet qui est sur le même, qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Le même projet, même acteur. Déjà, c'est un bon indicateur. Mais ce qui est sûr, juste aussi donner une ordre d'idée, c'est que généralement, sur la Nouvelle-Aquitaine, entre les deux sessions, il y a globalement, je crois, 12 structures, entre 10 et 12 structures qui déposent. Et par exemple, pour la session de printemps 2021, c'est une association qui s'appelle Initiative Climat, qui est basée sur Poitiers, qui a eu le financement de la Guilde. D'ailleurs, avec laquelle j'ai rendez-vous demain pour un accompagnement de suivi. Donc, voilà. Par contre, après, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir entre la Guilde et la région, c'est ce partage d'informations sur certains dossiers, notamment qui sont déposés pour les deux appels à projets et des fois qui sont financés d'un côté, ils ne sont pas de l'autre côté ou qui sont financés par les deux. Donc, on pourrait créer un petit temps d'échange par rapport à ces questions. Oui, parce que nos calendriers sont assez proches. Oui. Puisque, comme vous avez vu, nous, on clôture début mars et après mi-juin. Voilà. Oui. D'ailleurs, il me semble que pour la session d'automne de la Guilde, je crois, il est lancé en mois de juin, je crois. Il me semble, à part si ça a été changé, je crois qu'il y a un lancement au mois de juin et ça laisse… L'ouverture? L'ouverture, oui. L'ouverture. Et ça laisse le temps d'écriture jusqu'à fin septembre. Ça a été publié? Ah oui. Non, mais je parlais de 2021. Ah oui, l'année dernière. Oui. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes périodes dans tous les cas. Donc, c'est toujours la même période. Il ne reste pas beaucoup de temps, à part s'il y a d'autres questions. Mais Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du RADSI, le rôle du RADSI dans la région, ce que vous pouvez nous proposer ou proposer aux acteurs? Excuse-moi, attends, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Moi, je vais avoir une autre réunion à 12h30, donc je vais devoir peut-être partir en cours. Voilà. Ne prenez pas mal. On va se vexer très fort. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et le moment partagé. Merci Manon. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Du coup, désolée, je ne savais pas si mon micro marchait. Du coup, je vais me présenter. Alors, accrochez-vous, je sais que vous avez très envie d'aller manger, mais c'est bientôt fini. Déjà, je tiens à vous rassurer, je vais être rapide. Et là, vous avez peur parce que tous les gens qui commencent comme ça sont très longs, mais pas moi, vous allez voir. Du coup, moi, je remplace, peut-être certains la connaissaient, je prends le relais. Je ne remplacerai pas, mais je prendrai le relais d'Anna Berdu au RADSI Nouvelle-Aquitaine en tant qu'animatrice de réseau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le RADSI Nouvelle-Aquitaine, déjà, honte à vous. Et ensuite, sachez que c'est un réseau
associatif de solidarité internationale sur la Nouvelle-Aquitaine. À ce titre-là, à l'heure actuelle, on a fait le point il n'y a pas longtemps. Au RADI, il y a 61 membres qui sont donc des associations qui travaillent autour de la solidarité internationale et notamment aussi autour de l'EXI, dont on a parlé tout à l'heure. Si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, bienvenue, parce qu'on va se rencontrer très vite pour en parler. Mais en tout cas, l'idée, notre mission, donc on va accompagner les porteurs de projets, on accompagne nos membres, bien évidemment, dans leurs actions, on propose des formations, on propose des temps d'échange. On est aussi coordinateur de campagne citoyenne, puisqu'on coordonne le Festival des Solidarités, Festisol, dont Karine a parlé un peu tout à l'heure, le Festival alimentaire, on est centre de ressources, et à tous ces titres-là, on va pouvoir aussi vous accompagner à la fois dans la demande sur l'appel à projet, pour pouvoir faire le tri un peu ensemble sur votre projet, vos actions, le lien qui est fait avec l'EXI, sur vraiment la demande en tant que telle, mais aussi sur des outils qu'on pourrait vous proposer, vous mettre à disposition sur cet appel à projet EXI, puisque voilà, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur le volet EXI, de la demande de l'appel à projet régional. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter à ce titre-là, c'est-à-dire de pouvoir prendre rendez-vous. Alors, j'ai vu que certains, je ne sais pas si vous êtes encore là, il y en a déjà certains d'entre vous qui ont pris contact avec nous. On a déjà commencé à parler de vos projets. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir nous contacter et puis qu'on en parle ensemble, qu'on voit si votre projet il peut s'inscrire dans cette demande d'appel à projet, voir comment on peut le formuler, comment on peut l'accompagner, comment on peut vous outiller aussi parfois et vous mettre à disposition des outils. Ou voilà. On a aussi dans l'année, et ça tu t'en parlais Khalid, c'est ça qui me fait penser, on a des temps de formation, on a 2 rencontres d'initiation à l'EXI qui sont prévues cette année, on a des formations thématiques un peu plus spécifiques par rapport au projet que vous allez mener qui pourraient peut-être rentrer dans ce cadre-là. Là, je vous invite pour ça à vous tourner à la fois vers moi et vers le site internet du RADI sur lequel vous allez retrouver toutes ces informations-là. Il y a également une newsletter, vous pouvez vous inscrire si vous voulez recevoir ces infos. Dans le chat, je vous ai mis mon contact. Donc là, tous ceux que je vais voir se tourner vers leur souris, je suppose que je vais avoir de vos nouvelles. Donc, il y a mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Petite précision, parce que j'en profite pour le dire à Karine, je crois que le numéro de téléphone n'est plus le bon parce que c'est celui d'Anna. Alors du coup, vous pourrez faire coucou. Si quelqu'un décroche, c'est pas moi, c'est Anna, pour lui dire bonjour et lui demander mon numéro de téléphone, si vous ne l'avez pas copié aujourd'hui. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez des questions, des précisions. Moi, je déboule un peu du coup ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je prends le relais d'Anna. Donc Khalid et Karine, n'hésitez pas aussi s'il y a des choses que j'ai omis de dire. Et puis, si les autres, vous avez des questions, vous avez vu, j'ai un peu tenu ma promesse d'être un peu rapide. Merci Caroline. Moi, je vais essayer d'être plus rapide que toi. Donc, je pense que tout le monde, il y a une grande partie qui me connaissent. Donc, Khalid Chahane est chargé de mission à SO Coopération, le réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Je ne suis pas assez rapide. Alors, encore une fois, moi, comme Caroline, je vous invite et forcément recommandé de venir nous voir, que ce soit sur la partie formation, accompagnement sur les projets EXI avec Caroline et le RADI Nouvelle-Aquitaine, ou sur le formation, accompagnement de vos projets avec ce coopération sur le projet de développement solidaire, le projet à l'international, que ce soit pour l'AMP ou pour la région Nouvelle-Aquitaine ou pour d'autres projets d'ailleurs. Rapidement, pour ce coopération, on va lancer cette année une première expérimentation d'un processus, on veut dire, formation, accompagnement avec un nombre limité d'acteurs qui vont, d'ailleurs, que ce soit lauréat ou non lauréat des appels à projets, qui vont suivre un processus d'accompagnement et de formation, on va dire, accéléré. À côté de ça, il va y avoir aussi des formations et des accompagnements ouverts à l'ensemble des acteurs. Donc, et on va voir durant l'année ce petit noyau qu'on va essayer de sélectionner, qu'est-ce que ça peut donner en fin d'année. J'essaie de faire rapidement, mais de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout ce qui est formation, accompagnement. Vous allez trouver toutes les informations sur le site internet de SO Coopération ou le site internet du RADI Nouvelle-Aquitaine ou le site internet de l'EDAF.
pour les dates des formations, pour les catalogues de formation, pour les accompagnements individuels, comment ça se passe. Je pense que vous avez eu plusieurs mails de ma part, donc vous allez trouver mon adresse mail avec mon numéro de téléphone direct. N'hésitez pas. Il y aura aussi plein d'autres rencontres thématiques ou des rencontres de maison réseau. Voilà. J'essaie de faire rapidement. Je laisse 2 minutes s'il y a des 2, 3, 4 dernières questions. C'est le moment. Ou un complément d'information de la part de Karine ou Alexandra. Oui, moi, je peux rajouter juste une petite bricole qui n'a l'air de rien, mais si, c'est très important. En fait, on a rajouté dans nos appels à projets l'obligation, enfin, pour les bénéficiaires ou les candidats de se référencer, de référencer leur structure et leur projet sur le site du réseau du RRMA, hein, de SOCoopération. Et ça, c'est très important. J'insiste aussi sur l'importance de l'accompagnement que peut proposer le RADSI aussi pour les dossiers de CSI, qui est vraiment, c'est un atout pour vous. N'hésitez pas à appeler Caroline. Vraiment, ce sera d'une aide précieuse. Voilà. Et 2 informations aussi, potentiellement, on va être amené à faire certains accompagnements ou certaines formations en collaboration, en partenariat avec le RADSI, avec Caroline et l'équipe du RADSI. Et deuxième chose, par rapport aux accompagnements, je préfère vous le dire dès maintenant, s'il y a des structures qui souhaitent suivre des accompagnements, franchement, appelez-nous vraiment bien en avant. Il y a des acteurs qui nous appellent une semaine ou 3 jours avant de déposer. Notre rôle, ce n'est pas de relire vos documents. Notre rôle, c'est de vous apporter un appui technique et méthodologique sur vos projets et pas faire une relecture de dossier. Un accompagnement dernière minute, en tout cas pour SOCoopération, c'est difficile pour nous de le prendre parce qu'il n'y aura pas de suivi derrière. On ne pourra pas vous apporter suffisamment de ce que vous pouvez attendre. Je pense que pour le RADSI, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit qu'un accompagnement, c'est un processus, ce n'est pas juste une relecture à fin d'année. S'il n'y a pas de questions, pas de complément d'infos, Caroline? Non, je crois que tu as tout dit là, ce que j'allais rajouter. Donc, c'est très bien. Et puis, les gens me détesteraient si je disais oui. Je dirais, mais on a faim. Taisez-vous. Karine ou Alexandra? Rien? Non, en priori. Bon appétit tout le monde. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément d'information si besoin. On est là. Et je vous remercie beaucoup d'avoir patienté jusqu'à maintenant et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.